Je ne présente pas le temps, le timing. Vous en connaissez la règle. Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, votre honneur, qu'il me soit permis de vous présenter en ce début d'année mes vœux de prospérité, de santé, de grâce à vous, à votre proximité, déjà au niveau de la famille, mais aussi votre proximité administrative, ça veut dire les membres du comité de gestion, les différents doyens, directeurs d'école, les membres de votre cabinet, les professeurs des universités, le personnel scientifique, paramédical et technique, à l'ensemble donc de la communauté de l'université de Lubumbashi. J'ai reçu des organisateurs la charge de pouvoir parler sur l'écriture scientifique, mais avec beaucoup de sous-points qui m'ont donc amené, je vais dire ici, à parler de tous les points consacrés à cette matinée. Mais je voudrais laisser au collègue professeur Bakari, en ayant la charge donc de parler de l'écriture scientifique, mais aussi des défis des chercheurs, thème initialement accordé au professeur ordinaire Albert Mwembo. Il a envoyé ses dias et de commun accord, nous avons décidé de fusionner cela pour qu'en une présentation, que les deux soient réalisés. Nous avons eu le concours du VDR des sciences agronomiques, le professeur Olaba, et de mon premier fils scientifique, le professeur Ilunga Tal. Monsieur le recteur, avec votre autorisation, je voudrais commencer par la fin. La fin vient donc de votre mot d'orientation. J'ai eu à écrire quelques phrases qui vont désormais me conduire, mais je voudrais que ça puisse aussi conduire l'ensemble des participants. L'INULU est-elle classée? Êtes-vous classable? Je voudrais commencer par cela. Pour que l'INULU soit classé, il faudrait que la communauté de l'INULU puisse travailler à ces classements. Il faudrait donc, au niveau de chaque personnel scientifique académique, quand il décide d'écrire, M. le recteur l'a dit, qu'il puisse écrire lu. D'où l'importance de choisir des revues crédibles là où votre article sera lu, et ça va amener donc d'abord à votre connaissance personnelle, mais aussi à la connaissance de votre institution. C'est de cette manière-là que l'INULU sera classé. Au-delà de la recherche, de la publication, il faut produire des biens économiques. Oui, monsieur le recteur nous le dit chaque fois qu'il y a organisation d'un séminaire, il insiste sur cet aspect des choses. Cela sera possible lorsque chaque participant va comprendre que son DEA, sa thèse, n'est pas seulement là pour l'aider à devenir professeur, mais à résoudre le problème concret de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il ira au-delà de la recherche, à transformer les résultats de la recherche à des solutions possibles aux problèmes qui se posent en République démocratique du Congo. Voilà notre deuxième recommandation. La troisième recommandation, monsieur le recteur, va concerner ce que nous disons chaque fois. Nous l'avons dit et j'ai la charge de le répéter de Lubumbashi. À travers les trois filières, les trois domaines, ça veut dire les sciences exactes, les sciences du vivant, les sciences humaines, sous le leadership de Monsieur le Secrétaire Général à la Recherche, que soient publiées les listes des revues crédibles
recommandable au personnel scientifique et académique de l'Université de Lubumbashi. Ainsi, on va mettre fin à cette histoire de publier dans des revues qui sont considérées comme étant prédatrices. Si ça peut être fait au courant de cette année académique, ça sera, monsieur le recteur, œuvre utile. Vous, votre plume et votre premier capital, écrivez pour être élu, publiez pour exister, Kishiba Fitula Gilbert, d'autres l'ont dit avant lui, publish or perish. Ça veut dire qu'il faut publier, sinon vous allez périr. C'est ça donc qui nous amène à parler de l'écriture scientifique pour que les participants qui en venant ici peuvent avoir encore des problèmes sur la ils puissent acquérir des compétences selon l'objectif de cette matinée scientifique, enfin aussi d'écrire. Un témoignage, nous sommes en 2011, après notre formation sur l'écriture scientifique, nous avons initié des travaux au niveau des grades 1, ça veut dire première licence, l'équivalent à l'ancien système, et déjà cette année-là, des étudiants de premier grade en sciences agronomiques ont eu à publier dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Et parmi ces étudiants, il y a un qui est devenu professeur aujourd'hui. Il s'agit de Laurent Kidinda. Il peut lui-même rendre ce témoignage. Donc je vais espérer qu'à la fin de cet exposé, un scientifique qui est ici, qui a eu peur peut-être de publier avant, il aura utilisé ses ressources et il va aussi publier dans une revue avec facteur d'impact. C'est possible et c'est faisable. Je vais donc, avant de commencer, vous dire, parce que M. le recteur nous a posé la question de savoir est-ce que nous sommes classables. Je voudrais qu'à la fin de la journée, que chaque participant puisse mettre son nom dans ChatGPT ou dans Gemini pour savoir au niveau international. Donc chacun va mettre son nom et voir comment est-ce qu'on les connaît. Donc pour être connu à ce niveau-là, il faut participer, il faut publier dans des revues internationales pour que le moteur de recherche arrive à vous localiser. Je vais donc vouloir que ça commence par là, que chaque personne cherche à s'identifier par rapport à comment est-ce qu'elle est connue au niveau international et travaille pour cela. Si chaque chercheur de l'INELO travaille pour sa visibilité personnelle, cela va contribuer à la visibilité de l'institution. Voilà. Nous allons donc commencer par comment rédiger un article. Quels critères permettent de distinguer une revue légitime d'une revue prédatrice? Je ne vais pas trop insister là-dessus en laissant le temps au professeur Bakari pour compléter. Pourquoi sélectionner les revues crédibles est crucial pour la carrière et l'impact scientifique d'un chercheur? Vous imaginez? On dit qu'on a passé des moyens, mais vous avez fait la recherche, vous avez produit des données de qualité, et après, par souci de moins d'efforts, vous publiez dans une revue prédatrice. C'est là qu'on n'aura pas un impact sur votre épanouissement, sur votre renommée internationale. Donc c'est comme si vous avez perdu vos données. Donc il ne faut pas publier dans une revue. Quels outils et stratégies peuvent aider à choisir la revue la plus appropriée pour publier son travail? Et enfin, où publier mon article? Voilà le plan de notre exposé, mais vous allez le comprendre, je vais plus insister sur comment rédiger l'article, en espérant que le professeur Bakari aura à aborder les autres points. De toutes les façons, nous avons déjà rendu disponible cette ressource au niveau de l'organisation. Elle sera donc partagée avec joie. Alors, nous sommes dans cette situation où on dit rédiger n'est pas si difficile que cela. Ça peut être ça déjà au niveau du 3e cycle. Alors que c'est dit, tout ce que j'ai à dire est déjà dans la tête. Parce que vous écrivez ce que vous connaissez.
Ce n'est qu'une question de transfert entre mon cerveau et cet ordinateur. Se trouve la troisième situation. Et alors, il faut remettre à écrire la rédaction. C'est la plus petite distance infranchissable dans l'histoire de l'humanité. Parce que les gens sont appelés, ils sont habitués à parler, mais quand on leur demande d'écrire, ils ne peuvent plus les faire. Alors, quelles sont les qualités et les règles de la rédaction scientifique? Il y a du temps, de verbe. Alors là, il y a des normes, parce que M. le directeur a dit qu'il faut qu'on puisse renforcer nos capacités sur la connaissance des normes. Ce que nous disons ici, il s'agit de l'écriture scientifique, il n'y en a qu'une à travers le monde. C'est cette écriture qu'il faut apprendre pour arriver à écrire correctement. Dans le passé, décrit l'expérience et l'observation, dans des parties telles que matériel, résultat, introduction et discussion, vous utilisez les temps passés, mais le présent établit la théorie. Donc ça concerne l'introduction, la discussion, ceux qui sont de la faculté des lettres, le savent, la rédaction littéraire, là on utilise le présent narratif. Alors ce qu'on conseille ici en termes de règles, il faut supprimer des variations trop élégantes, il faut supprimer du passif de modestie, il faut aussi supprimer des expressions émotionnelles. Donc votre article sera écrit selon les normes lorsqu'il y a ces trois suppressions et il y a le bon temps et les verbes. Alors, en termes de qualité, en poursuivant, il y a lieu de considérer qu'il y a, parce que c'est la réalité que vous transmettez, il ne faut pas qu'il y ait de fausseté au niveau de vos résultats. Alors, la clarté s'exprime ici en termes de mots et de syntaxe simple qu'il faut choisir, les mots en position forte, le moins d'abréviations possible. Il y a des gens qui sont habitués à utiliser des abréviations, pensant que tout le monde a le sens de ces abréviations-là. Vous savez, quand vous devez écrire un article scientifique, tout même votre idée à votre thèse, avant d'utiliser l'abréviation, il faut d'abord expliquer cela, ça veut dire quoi? Déjà quand vous regardez ChatGPT, qui vous dites RDC, ChatGPT ne va pas vous parler de RDC, va vous dire autre chose. C'est que nous savons que RDC, c'est République démocratique du Congo, mais avant d'écrire RDC, il faut d'abord écrire République démocratique du Congo, entre parenthèses RDC. C'est ces mots-là que vous pouvez utiliser au niveau de votre page, l'abréviation RDC. Au niveau de la Constitution, il faut éviter des expressions longues et émotionnelles. Il faut éviter de se répéter plusieurs fois. Avant d'avancer, ce qu'il y a au-delà de ces trois règles qu'on donne, il y a parce que c'est la réalité que vous transmettez, il ne faut pas qu'il y ait de fausseté au niveau de vos résultats. Alors la clarté s'exprime ici en termes de mots et de syntaxe simple qu'il faut choisir, les mots en position forte, le moins d'abréviations possible. Il y a des gens qui sont habitués à utiliser des abréviations, pensant que tout le monde a le sens de ces abréviations-là. Vous savez, quand vous devez écrire un article scientifique, tout même votre idée à votre thèse, avant d'utiliser l'abréviation, il faut d'abord expliquer cela, ça veut dire quoi? Déjà quand vous regardez ChatGPT, qui vous dites RDC, ChatGPT ne va pas vous parler de RDC, va vous dire autre chose. C'est que nous savons que RDC, c'est République démocratique du Congo, mais avant d'écrire RDC, il faut d'abord écrire République démocratique du Congo, entre parenthèses RDC. C'est ces mots-là que vous pouvez utiliser au niveau de votre page, l'abréviation RDC. Au niveau de la Constitution, il faut éviter des expressions longues et émotionnelles. Il faut éviter de se répéter plusieurs fois. Avant d'avancer,
qu'il y a, au-delà de ces 3 règles qu'on donne, il y a dans la rédaction, c'est la continuité, la non-contradiction et la non-répétition. Donc quand vous écrivez, on doit voir qu'il y a un raisonnement qui continue, qui ne se contredit pas et qui ne se répète pas. Voilà, ceci nous amène maintenant à voir la structure iramètre d'un article original. Ça veut dire quelles sont les différentes parties lorsque vous décidez ou nous décidons de pouvoir écrire des articles. On ne m'a pas présenté, je suis professeur de je suis professeur ordinaire. Je pouvais dire que je suis arrivé à la fin, je ne peux plus publier les articles, mais M. le rédacteur venait de nous interpeller ici. Il ne faut pas publier seulement pour la promotion, il faut continuer à publier pour exister. Ça veut dire que je vais continuer à publier parce que jusque-là, je n'ai que 30 articles, ce n'est pas assez. Il faut continuer et au niveau des H-index, j'ai 11, il faut évoluer pour avoir 12 et 20, pourquoi pas. Voilà, donc je voudrais ici que nous puissions parler maintenant de la structure des tout en disant qu'il y a des ressources en rapport avec la rédaction d'un article, la structure d'un article, la bibliographie au niveau des articles, les illustrations. Ces ressources seront envoyées au niveau des organisateurs et pourront être partagées dans différents groupes pour que chacun de nous puisse en avoir. Donc ici, nous faisons une synthèse de toutes ces ressources pour les besoins de la cause, parce que monsieur le véritable modérateur principal, mais laissant le micro, il a dit qu'il ne donnait pas les temps, mais il compte sur ma qualité de pasteur pour respecter les temps. Et la prédication se donne en 45 minutes, c'est que je ne vais pas dépasser 45 minutes, considérant que j'ai 2 communications à faire, la mienne et celle du professeur Albert Mouembo. Nous évoluons donc en parlant de la structure de l'article selon le modèle IRMED, que ce soit en anglais ou en français, c'est la même chose. IRMED, IRAMED. Donc on commence en dehors de la partie alignée, on commence par les titres. Après les titres, on donne les auteurs. Et là, on insiste sur les auteurs qui n'a pas continué. Parce que au niveau des qualités des chercheurs, on va vous dire qu'il y a la probité morale, donc l'intégrité. Il ne faut pas tricher, même si c'est votre promoteur, même si c'est votre directeur. Mais moi, s'il n'a rien fait, normalement, il ne faut pas le mettre. Je sais que ça peut vous coûter cher, mais c'est ça l'honnêteté. Donc les directeurs, les promoteurs doivent travailler pour être cités comme auteurs. Et on donne les noms des auteurs, leur affiliation, ça signifie qu'ils appartiennent à quelle institution. Là, il y a lieu d'insister sur un fait. Notre université, c'est l'université de Lubumbashi. Si vous dites University of Lubumbashi, dans les classements, on peut considérer qu'il s'agit d'une autre université. Et vous faites perdre de points au niveau de l'université. C'est mieux de recommander que ça soit l'université de Lubumbashi, quelle que soit la langue des publications. Parce que si vous publiez en anglais, vous écrivez University of Lubumbashi, dans les classements de notre université, nous ne serons pas reconnus pour University of Lubumbashi, mais seulement pour l'université de Lubumbashi. Ceux qui font des thèses en continuité et autres, n'oubliez pas de mentionner votre université, parce que vous êtes parti en Chine, envoyé par l'université, n'arrivez pas là-bas et vous mettez seulement vos institutions de là en oubliant votre université. Ce sont des points que vous faites perdre à votre université, notre alma mater. Donc il y a lieu de préciser les affiliations et après il y a les résumés avec le mot-clé
avez leur affiliation, laboratoire, faculté, université. Parce qu'au niveau international, surtout pour ceux qui sont des sciences exactes, des sciences du vivant, vous n'allez pas publier sans appartenir à un laboratoire, sans appartenir à une unité de recherche. Et après, vous avez les résumés qui est donné là-bas. On parlera naturellement de ces résumés, comment est-ce qu'il doit être écrit. Vous avez les mots-clés. Et voilà. Si vous avez vu ça, voilà, nous sommes donc à ce niveau-ci. Voilà. Les résumés d'un article, chaque point par rapport à ce que nous avons donné. Parce que dans la structure IRAMED, c'est l'introduction, les matériels, milieu matériel et méthode, résultats et puis discussion. Alors nous commençons par les résumés qu'on donne. Les résumés d'un article original, c'est la partie la plus lue. L'objectif ici, c'est de pouvoir situer, n'est-ce pas, donner l'information sur l'ensemble de l'article. Donc il faut mettre beaucoup de soins au niveau des résumés. Et les résumés suivent la structure de l'article. Donc dans les résumés, il y a une partie de l'introduction, maximum une à deux phrases maximum, milieu matériel et méthode, 2 phrases maximum, résultat quelques phrases, 3 à 5 phrases, discussion, conclusion, 1 à 2 phrases. Donc la longueur selon le journal, c'est 300 mots. Donc vous devez vérifier est-ce que votre résumé a 300 mots. Il faut l'esprit des synthèses. Alors, je l'ai dit dans la structure IRAMED ou IREMED ou IRAMED, en français comme en anglais, il y a l'introduction, méthode. C'est intéressant de prendre cette structure-là pour les articles et les recherches. S'il s'agit des articles analytiques dans les sciences appliquées, c'est le modèle opéra. Là, vous avez l'observation, le problème, expérimentation, résultats et action. S'il s'agit des articles de synthèse, vous prenez votre modèle IPIA, donc introduction, littérature, problème, implication, avenir. Donc ce sont les 3 grands modèles d'articles qu'on peut avoir en considérant que dans cet auditoire, nous avons des participants des sciences exactes, des sciences du vivant et des sciences humaines. À vous de choisir les modèles qu'il faut. Seulement, nous insistons sur le fait que quand vous choisissez là où vous devez publier votre article, il y a le manuel des guides aux éditeurs, donc ce qui va vous aider à savoir quelles sont les exigences de votre revue. Mais ici, nous donnons les principaux éléments, quelle que soit la revue. Mais au niveau de chaque revue, on peut vous donner des particularités et il faut tenir compte de ces particularités quand vous décidez, n'est-ce pas, de publier. Alors, en la question qui est posée et de la placer dans le contexte de ce qui est déjà connu. C'est là qu'on vous parle de l'état de la question, l'état de l'art. Donc ça doit indiquer le problème en se référant à la littérature publiée, peut être posée par une autre question. Donc là, vous pouvez vous faire aider en utilisant la méthode des 5 W. Why, pourquoi, what, quoi, où, qui, when, quand et where. Vous avez fait ça où? Cette partie permet de justifier le choix des hypothèses et de la démarche scientifique.
C'est ça le rôle de l'introduction. Alors, au niveau des méthodes, le méthode ici, parce que dans la structuration qu'on dit à mettre, on a préféré condenser en M, méthode, milieu et même matériel. Donc ici, méthode, ça comprend les milieux, le matériel et les méthodes utilisées. Nous, des sciences agronomiques, nous connaissons l'importance du milieu parce que le phénotype est égal au génotype plus l'environnement plus l'interaction génotype par environnement. Ça veut dire que le milieu joue un rôle essentiel dans l'expression des caractères qui sont soutenus et réalisés. L'expérimentation a été conduite. Il faut clairement expliquer ce qui a été fait et comment. Il ne faut pas omettre même les détails superficiels. Il faut donc donner les détails. Parce que l'objectif de cette partie, c'est quoi? C'est de permettre à d'autres chercheurs de reproduire l'expérimentation, de chercher à trouver les mêmes résultats. Donc, on doit être le plus clair possible pour permettre à d'autres de pouvoir expérimenter cela. Mais pour des méthodes qui sont connues, telles que le dosage des protéines, vous pouvez faire référence à un mode opératoire connu, et vous le citez, il va revenir, n'est-ce pas, à ceux qui vous lisent, d'aller chercher les détails relatifs, n'est-ce pas, à ce mode opératoire. Si nous faisons des hybridations entre différentes variétés, nous pouvons nous référer à un ouvrage qui précise, n'est-ce pas, les hybridations qu'on peut réaliser. Alors les résultats des données ne sont pas disputés. Là encore, ça dépend des revues. Là, les revues qui peuvent demander de combiner résultats et discussions, mais il y a d'autres qui vous demandent de présenter les résultats sans pour autant les discuter. Alors les résultats peuvent être présentés dans des tableaux, dans des figures, et là, il y a des normes à respecter. Seulement, c'est pour expliquer d'elle-même. Il doit être le plus explicatif possible. Donc, il ne faut pas avoir les tableaux et puis avoir des longues phrases qui expliquent ce qui est dans les tableaux. Non. Quand vous présentez une l'illustration seule doit être capable de pouvoir donner l'information nécessaire que vous voulez présenter. Et ce qu'on va faire remarquer ici, c'est que le titre du tableau, c'est en haut du tableau, et le titre des figures, c'est en bas de la figure. Ce qu'il faut encore retenir, on ne peut pas mettre le tableau ou la figure ou la carte sans pour autant l'énoncer. Donc il faut d'abord énoncer en disant par exemple, le tableau 1 présente la fréquence des mamans ou des femmes allaitantes. Je vais m'aventurer dans le domaine de la médecine pour ne pas rester à l'agronomie. Et alors, on présentait ces fréquences-là au niveau de ces tableaux. Tableau 1, fréquence de mamans allaitantes, des femmes allaitantes. Nous sommes au niveau de la discussion. Cette partie est celle dans laquelle vous avez le plus de liberté. Mais il faut nous dire que c'est la partie aussi qui souffre beaucoup au niveau de plusieurs facultés. Je l'ai dit parce que je suis de la faculté de sciences agronomiques et directeur de l'ESI. Souvent, les travaux ne sont pas discutés. On peut avoir même un mémoire de accepté. Parce qu'en fait, c'est au niveau de la discussion qu'on voit même la maturité de l'auteur. Est-ce qu'il a eu à lire d'autres articles et quel est son point de vue par rapport aux résultats qu'il a obtenus? Je vais donner l'exemple. Vous êtes à Pegapega. Vous avez Pegapega qui n'a pas une végétation. Maintenant, ça commence à rentrer grâce aux travaux effectués par la faculté de sciences agronomiques dans le cadre de la phytoréhabilitation. Vous avez notre cheminée de la Gécamine. La fumée devait aller vers Pegapega et c'est suite à cette fumée-là qu'il y a une contamination en métaux lourds qui a occasionné la disparition des espèces végétales au niveau des cimetières Pegapega. Mais vous faites votre recherche, vous trouvez plutôt que des concentrations élevées en métaux lourds se trouvent du côté des avenues Lumumba, alors que ça devrait être du côté de la Gécamine. Donc vous trouvez un résultat qui est différent de ce qui était supposé. Alors la question, c'est au niveau de la discussion que vous allez maintenant avoir des éléments pour justifier vos résultats. Peut-être justement, il y a eu une société qui est
exploité, je ne sais pas moi, des minéraux du côté Lumumba, qui explique ce que vous venez de trouver qui est contraire à ce qui est communément accepté. Nous savons que maintenant, que quand on amène la matière organique, on doit avoir des rendements à baisse. Il faut arriver à expliquer pourquoi les rendements baissent. C'est au niveau justement de la discussion où vous devez expliquer cela. C'est au niveau de la discussion qu'on doit retrouver votre thèse. Quand on vous pose la question, quelle est la thèse de votre thèse? C'est à ce niveau-là. Mais c'est dommage justement qu'on constate qu'il y a des faiblesses à ce niveau-là. Mais il faudrait donc arriver à étoffer cette partie. Elle ne doit pas être longue, mais doit contenir tous les arguments de la démonstration. Il ne faut pas résumer les résultats, mais faire référence et expliquer pourquoi les nouveaux résultats améliorent la connaissance scientifique. Donc c'est à ce niveau-là qu'on doit avoir même l'originalité de votre travail. Sinon, on ne va pas aider la science à avancer. Donc la discussion doit être critique, donner les limites de la recherche réalisée, et comment vous avez affirmé vos hypothèses, ou alors vous ne les avez pas affirmées, parce que vous savez que la recherche commence par l'observation. Vous avez l'émission des hypothèses. Ces hypothèses doivent être vérifiées par l'expérimentation ou par les enquêtes selon les domaines. Après, vous avez les résultats. Ces résultats doivent vous conduire à de nouvelles hypothèses qui vont être vérifiées par les cycles de la recherche. Donc, vous devez finir par émettre, n'est-ce pas, des nouvelles hypothèses. Telle est notre contribution à cette matinée scientifique, qui me soit permis donc rapidement de parler des défis de la recherche et des chercheurs, document présenté par le professeur Albert, tout en disant que dans ce que nous avons présenté, là où il y a eu ce monsieur en train de se poser des questions, ce sont des documents obtenus de sa présentation. Nous allons rapidement voir quels sont les défis de la recherche et des chercheurs. Donc, sur le plan méthodologique et scientifique, la recherche exige donc une structure qui soit rigoureuse. À écrire un article demande certaines compétences. On vient de vous donner la structuration pour vous permettre à avoir cette compétence. Mais déjà, il faut une syntaxe et une clarté qui puisse permettre l'acceptation de votre article. Parce que si vous soumettez un article et qu'il y a trop de problèmes, avant même d'entrer dans le fond, on risque de refuser votre article. Nous savons tous que les compétences d'écriture, les compétences de parler, ce sont des objectifs de l'enseignement. Mais malheureusement, on peut arriver jusqu'à l'enseignement universitaire avec des problèmes d'écriture. Donc c'est ça en fait les défis. Il faut déjà apprendre à bien écrire. J'ai dit il y a 2 jours à mes étudiants que ce que j'utilise comme français, c'est ce que j'ai appris en 2e secondaire. Ils se sont mis à rire, mais c'est la réalité. Parce qu'après, c'était autre chose. Alors, il y a la syntaxe de la clarté, donc c'est d'utiliser des données complexes en restant clair, concis et sans ambiguïté. Il y a l'originalité. Il faut démontrer que votre propos, ce que vous apportez là, c'est original. Où est l'originalité de votre travail? Et surtout, la valeur ajoutée de la recherche. Vous faites votre linéaire, oui. Est-ce que vous avez apporté quelque chose à la compréhension de la science? Est-ce que vous avez apporté une solution aux problèmes qui se posent en RDC? Si votre recherche n'a pas apporté une solution aux problèmes réels de la communauté, il sera difficile de répondre à la préoccupation majeure, fondamentale de notre recteur. Qu'est-ce que vous faites après la thèse? C'est ainsi qu'après la thèse, quelqu'un qui a fait sa thèse sur l'amélioration du maïs, il se retrouve en train d'échanger l'argent au niveau de Mobutu Lumumba. Non. Faire inscrire au catalogue national la variété Inilou, la variété Katanga, la variété Apesta, la variété Bukiti, la variété Sima. C'est ce que nous avons.
avons fait. Les mois et Aïssa, j'ai appris ça de M. le recteur, mais c'était le seul exemple que j'avais à l'instant. Alors, les références, il faut trouver des sources pertinentes et à jour. Voilà les défis déjà au niveau de la méthodologie et scientifique que vous devez avoir. Il y a des domaines où vous avez trop d'articles et il y a des domaines où vous n'en avez pas. Je vais donner l'exemple, si quelqu'un qui travaille sur l'équipe Kanda, il risque d'avoir des problèmes pour trouver des articles qui parlent d'équitable. C'est un peu comme ça dans plusieurs domaines, mais il y a des endroits, si vous voulez travailler aujourd'hui sur l'environnement minier, vous allez trouver beaucoup d'articles là-dessus. Donc ça devient un défi à régler. Au niveau de la rédaction et de la communication, les styles scientifiques, adopter un ton précis, objectif et adapté à des pairs experts. La langue, écrire dans une langue ça peut être un problème parce que ça peut être, c'est pas votre langue maternelle, vous savez, au nez, on parle swahili et après on doit s'exprimer en français, ça peut poser des problèmes. On peut avoir des problèmes s'il faut encore écrire en anglais, ça devient un défi. Il faut avoir un timing qui puisse vous permettre de respecter les délais et non pas ramener au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, comme celui-là qui disait Talima, et après la saison des pluies passe, nous sommes déjà au mois de février. Alors, il y a des stress et l'anxiété, gérer la peur qu'on peut avoir d'obtenir, n'est-ce pas, une évaluation négative. Il y a des gens qui ont fini les tests, mais on exige 2 articles. Qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas encore d'articles publiés, mais ils ont le temps qui reste. Ça crée en fait l'angoisse, ça crée l'anxiété, ça crée en fait des stress. Il faut arriver, n'est-ce pas, à gérer cela. Et là, s'il faut vous dire quelque chose, il ne faut pas attendre la fin de votre thèse pour commencer à soumettre des articles. Alors, les défis au niveau de la publication, il faut arriver à choisir la revue, cibler la revue appropriée et adaptée, le format aux exigences de la revue. J'ai dit ici que j'ai plus de 30 articles, j'ai 2 livres aussi, dont un publié à moi. J'ai fait 3 ans en train d'écrire ces livres. J'ai commencé en 2016 quand j'étais au cabinet de M. le ministre national de l'Agriculture. J'écrivais ça de 7h à 8h avant le travail. Mais après, pour faire accepter ces livres au niveau de la Ramadan, ce n'était pas facile. Il faut avoir un timing qui puisse vous permettre de respecter les délais et non pas ramener au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, comme celui-là qui disait Talima, et après la saison des pluies passe, nous sommes déjà au mois de février. Alors, il y a des stress et l'anxiété, gérer la peur qu'on peut avoir d'obtenir, n'est-ce pas, une évaluation négative. Il y a des gens qui ont fini les tests, mais on exige 2 articles. Qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas encore d'articles publiés, mais ils ont le temps qui reste. Ça crée en fait l'angoisse, ça crée l'anxiété, ça crée en fait des stress. Il faut arriver, n'est-ce pas, à gérer cela. Et là, s'il faut vous dire quelque chose, il ne faut pas attendre la fin de votre thèse pour commencer à soumettre des articles. Alors, les défis au niveau de la publication, il faut arriver à choisir la revue, cibler la revue appropriée et adaptée, le format aux exigences de la revue. J'ai dit ici que j'ai plus de 30 articles, j'ai 2 livres aussi, dont un publié à moi. J'ai fait 3 ans en train d'écrire ces livres. J'ai commencé en 2016 quand j'étais au cabinet de M. le ministre national de l'Agriculture. J'écrivais ça de 7h à 8h avant le travail. Mais après, pour faire accepter ces livres au niveau de la Ramadan, ce n'était pas facile. Processus de révision. On va faire face à des révisions importantes demandées par les évaluateurs. Vous pouvez soumettre votre article, on vous dit qu'il y a, soit on peut refuser, soit on peut vous dire qu'il y a des corrections majeures, soit on peut vous dire qu'il y a des corrections mineures. Mais le temps que vous attendez ça, c'est un temps qui stresse, ça devient un défi à relever. Il y a aussi l'Internet et les faibles maîtrises numériques, ça paraît aberrant, mais il faut vous dire qu'il y a des scientifiques qui n'ont pas la maîtrise du numérique. Il faut commencer par
cela, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas concevable qu'un chercheur du 3e cycle puisse aller dans un centre pour qu'on puisse saisir son mémoire DDA. Vous devez saisir ça vous-même. Commencez par apprendre cela. Il y a des problèmes de connexion Internet, il y a des faiblesses, n'est-ce pas, au niveau des bases de données en ligne. Ici, il faut donc dire et demander aux autorités, l'UNILO peut s'abonner à des grandes bases de données pour permettre aux chercheurs de pouvoir accéder facilement à la bibliographie dans la bibliothèque numérique. Dans d'autres universités, c'est faisable. La langue, là, on a mentionné seulement le français pour question de courtoisie et l'anglais plutôt pour question de courtoisie. La maîtrise du français. À quoi sert un classement au quotidien? Quelles sont les bases des classements? Quels critères permettant de distinguer une revue légitime d'une revue prédatrice? Là, je me retourne aux organisateurs. Si j'ai réalisé les 45 minutes, je m'arrête là. Si je n'ai pas réalisé les 45 minutes, j'ai dit 2 choses ou 3 sur cet élément-là. Donc, je vais aimer à l'appréciation des organisateurs. Je peux considérer que l'essentiel a été dit et le professeur Bakary peut continuer, mais il y a les conseils académiques qui me demandent de continuer. Donc, considérer qu'à partir de cet instant, ma personne n'est pas engagée. Donc, si je suis au-delà des 45 minutes, il ne s'agit plus de moi. Voilà. Nous allons rapidement, en espérant que les détails seront donnés par les collègues Bakary. Nous allons donc parler de à quoi sert un classement au quotidien, quelles sont les bases du classement, quels critères permettent de distinguer une revue légitime d'une revue prédatrice. Mais nous avons dit ici déjà, en commençant notre exposé, il est indiqué pour l'université de Lubumbashi de publier les revues dans lesquelles les scientifiques et les chercheurs beaucoup peuvent publier et que cela puisse servir dans la promotion en termes légaux, mais aussi au niveau des DA ou thèses lorsqu'on exige des articles avant de défendre sa thèse. C'est ce qui s'est fait à travers le monde, dans toutes les autres universités, il y a des listes qui sont acceptées. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une liste officielle des revues pédagogiques. La dernière a été publiée en 2017 et ça a créé de problèmes de contestation et ça a été retiré. Voilà. Nous pouvons donc avancer. Donc, quel principe sans prétendre mesurer la qualité de l'article? Donc, ici, ce n'est pas le fait que vous avez publié dans une revue prédatrice qui veut dire que votre article n'est pas de qualité. Vous pouvez avoir un article de qualité, mais par ignorance, vous choisissez une revue prédatrice. Vous pouvez aussi avoir des données de qualité, par souci d'aller vite, vous choisissez une revue prédatrice. Donc, ce que nous donnons ici, ça ne veut pas dire que ça touche à la qualité de l'article. Parce que même un article bien systématique dans une revue prédatrice. Nous avons peut-être tous ici publié nos livres aussi dans les éditions européennes. On recevait des messages, des demandes de publication, on peut transmettre notre thèse en livre. On a accepté, on a publié, mais c'est après qu'on a commencé à nous informer. Donc voilà, c'est une maison qui n'est pas crédible et tout ça. Mais entre-temps, les livres étaient publiés. Donc il ne faut pas confondre métrique des revues et qualité des articles. Je l'ai dit, je répète. Donc ici, l'objectif c'est le signal de confiance. Donc ça aide à repérer des standards éditoriaux. Donc être sûr que votre revue a des lecteurs indépendants qui évaluent les systèmes de transparence et d'archivage. Ça aide à la décision. Donc, le soutien des bibliothèques, les institutions, et parfois, il y a même ceux qui financent, en fait,
des recherches lorsque vous avez publié votre article dans une revue qui n'est pas prédatrice, qui a un certain classement. Donc la visibilité et la diffusion, donc quand vous êtes dans une revue crédible, vous avez potentiellement beaucoup plus de citations. M. le directeur a dit, publier pour que vous soyez lu. Mais si c'est une revue prédatrice, vous allez perdre en fait. Je vais parler d'un témoignage. J'ai reçu une délégation de chercheurs français qui sont venus me chercher à la faculté des sciences agronomiques parce qu'ils ont lu mon livre sur le maïs dans la province du Haut-Katanga, publié chez Harmattan. Ils sont venus ici consulter par une grande ferme. Ils ont dit, nous voulons causer avec l'auteur. Et l'auteur s'est trouvé être moi grâce au fait que ce livre s'est retrouvé là-bas. Mais si vous publiez aussi dans des éditions qui ne sont qu'ici, vous ne serez que connu ici. Comme je l'ai dit au début, il faudrait que vous introduisez votre nom pour savoir jusqu'où on vous connaît. Donc la comparaison aussi, donc, ça permet des repères relatifs aux gens, donc au propos intérieur et extérieur. Donc ça vous permet de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des Nilou qui arrivent à vous lire. Les classements, c'est un repère, mais pas un verdict. On revient sur ça. Un article de qualité scientifique, c'est la question que vous abordez, la méthode, les données, les discussions, les limites et la reproductivité. C'est ça qui donne en fait les classements par rapport à la qualité de votre article. Alors, la revue adéquate et transparente, rendre compte que c'est une revue qui n'est pas prédatrice. C'est d'abord au niveau de la politique éditoriale de cette revue. Vous avez un comité de lecture, vous avez des pairs, des gens du domaine qui font cela, et vous avez les délais, n'est-ce pas, et l'archivage. C'est ça en fait, quand vous publiez dans des revues crédibles, je me permets de vous demander cela, vous pouvez écrire Niembo Kimoni Lucien, article publié. Vous allez voir les articles qu'on a eu à publier dans ces revues, grâce en fait que ce sont des revues crédibles. Alors, métrique, indicateur complémentaire qu'on peut avoir, ça veut dire il y a les facteurs d'impact qu'on peut avoir et comment ça se présente, ainsi de suite. Donc, ce sont d'autres facteurs qu'on peut considérer. Alors, c'est là qu'il y a la notion des rankings dont on parle, notion aussi d'indexation. Alors, pour l'indexation ici, c'est en fait vérifier les standards éditoriaux, la transparence, la périodicité, la gouvernance, l'objectivité, la fiabilité, la traçabilité et même est-ce que ça se retrouve dans les différents moteurs de recherche, disons, scientifiques connus. Est-ce que votre revue est par exemple répertoriée dans cette revue-là? Est-ce que ça se retrouve au niveau des Scopus? Est-ce que ça se retrouve au niveau des DOAJ? DOAJ, c'est les répertoires qui regroupent toutes les revues qui sont en open access. Donc, les revues qui sont à accès libre. Il y a plus d'un million de revues, d'articles que vous pouvez trouver au niveau des DOAJ, qui a plus de 100 revues. Il faudrait vérifier, ça doit être au-delà de ce nombre-là que je viens de donner. Donc, les DOAJ ici regroupent toutes les revues qui sont en accès libre. Alors, au niveau des rankings ici, c'est les classements. Dans le positionnement, ça va du meilleur au moins élevé, selon une métrique, souvent basé sur les citations avec variante de prestige, normalisation. Ça doit être interprété dans une catégorie disciplinaire donnée. Ça veut dire, si quelqu'un vous dit, moi j'ai publié dans une revue avec comme facteur d'impact de 3, ne vous sentez pas lésé si vous avez notre revue avec un facteur d'impact 1,5. Ça dépend du domaine. Ceux qui sont dans le domaine de l'environnement, les revues ont un facteur d'impact très élevé que les autres secteurs. Il n'y a pas de honte à cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se base par exemple sur le nombre de fois que les articles ont été cités. Ils écrivent beaucoup, ils se citent aussi beaucoup, ils ont un facteur d'impact élevé. Donc, un
n'est-ce pas, de chaque article. Vous pouvez avoir votre article que vous avez publié dans une revue avec un facteur d'impact très élevé, alors que votre article, en réalité, n'est pas d'une qualité très élevée. Alors, il y a 4 fonctions principales, sans pour autant mesurer la qualité d'un article qu'on doit considérer. C'est ça dont on a parlé. Donc, il faut qu'on évolue vers le classement par quartier. Donc là, c'est le classement des revues. Il y a des revues qui sont dans les top 25%, donc des revues de premier quartier, qui sont des revues de très haute qualité, très citées. Aujourd'hui, si vous publiez par exemple dans Nature, on va vous considérer comme un très grand chercheur. Nous je pense que j'étais à l'église, j'allais dire nous bénissons Dieu, parce que, je l'ai dit déjà, parce que il y a les doyens de la faculté de sciences pharmaceutiques, je crois que le professeur Bakary aussi, et le professeur Victor, ils ont eu à publier dans Nature, c'est très élevé. Vous avez des revues de bonne qualité, c'est 25 à 50. Vous avez des revues de moyenne qualité, c'est 50 à 75. Et puis de 75 à 100, ce sont des revues faibles ou émergentes. On constate que le modérateur est debout. Philippe par là. Il y a des revues prédatrices, on l'a dit. Vous allez donc consulter cela. Et ça, c'est les cas pratiques. Quand vous voulez publier votre article, vous pouvez déjà aller dans Google. Vous mettez les résumés de votre article avec la question fondamentale. Où est-ce que vous voulez qu'on vous suggère la revue dans laquelle vous pouvez publier. Et on va vous donner les orientations possibles et vous allez publier. Merci pour votre attention soutenue. Nous avons fait notre part. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il a fait et ce qu'on a fait de lui. J'attends lire les articles que vous allez publier dans les revues à facteur d'impact. Merci. Merci beaucoup. Nous accompagnons par les applaudissements le professeur Nico Kimouni. Merci, professeur, pour cette première communication. Nous allons. Alors, je voudrais adresser les inquiétudes aux différents éminents professeurs à la lumière de leurs riches exposés. Au professeur Lucien Kimouni, vous pouvez vous faire compléter par le professeur Bakary. La première question est celle de savoir, vous avez dit qu'il faudra, dans la rédaction d'un article, éviter les expressions d'émotion. Que cela signifie? Et puis, pour contourner la prédation de certaines revues, est-ce qu'il est légitime de soumettre sa publication ou son article dans différentes revues? Pour finir, au professeur Dikanga, le secrétaire général académique, à quelle étape de la rédaction d'un article commencer à faire des recherches, le problème persiste? Deuxième question. Est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau des acteurs publics, aux décideurs publics? Est-ce qu'ils ont besoin d'abord de recherches? Est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut que ces acteurs politiques aillent à nous dire? Merci. Merci. On va passer la parole au général. Si vous êtes aussi, si vous venez de partout ailleurs, vous pouvez aussi vous manifester, nous allons vous apporter aussi la parole. Ceux qui viennent d'ailleurs, des autres institutions. Oui, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je suis le général Denis Capel, assistant au département de philosophie à la faculté de lettres. Je voudrais poser ma question à tous les trois professeurs. Est-ce qu'il existe dans le domaine de recherche scientifique des questions qui sont frappées d'interdiction de recherche? Parce qu'il s'agit de recherche, j'ai l'impression que c'est ici où certaines questions relatives peuvent être débattées. Merci.
Merci. On a aussi besoin de dames. Et il y a une dame au fond là. Si on peut envoyer son article dans plusieurs revues à la fois, j'ai causé avec mon collègue professeur Bakary. Nous avons dit que normalement non. Non, pourquoi? Parce qu'un article doit être publié dans une seule revue. Il faut donc attendre la réponse pour la première revue avant de pouvoir solliciter une deuxième revue. Mais nous nous sommes dit aussi que par peur, étant humain, on peut se dire, on essaie. Alors si vous essayez et qu'on accepte dans plusieurs revues, ça risque d'être très difficile, tenant compte de l'intégrité. Attendez la réponse de la première revue avant de soumettre dans la deuxième. Chers chercheurs compétents, comment la recherche va résoudre le problème de la société? La réponse est simple. C'est ce que l'Université de Lubumbashi essaie de faire et fait si bien. Il y a un autre qui a posé la question, M. le secrétaire général académique a dit que la question sera posée directement sur le recteur. Il faut considérer que les universités font déjà le travail dévolu à leur mission. Vous savez qu'il y a la mission d'enseignement, de la recherche et service à la communauté. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on a déjà fait réellement. Je ne vais pas rentrer en 1965, j'ai été pas né, je vais prendre le temps que je maîtrise à partir de l'avènement de la Gilbert au niveau de l'université. Je pense seulement ces temps-là. En 2019-2020, il y a Covid. L'Université de Lubumbashi, par l'entremise de M. le recteur, mais la recherche effectuée par les duos Lungu et Kolanda, les professeurs, on a eu Bela Ilou. C'est une réponse à une crise sanitaire. Il suffisait seulement d'utiliser cela pour résoudre le problème lié à la Covid. D'autres l'ont utilisé, c'était une seule solution par rapport au problème posé. Nous sommes en 2019. En septembre, le gouverneur Jacques Diakoula demande à l'Université de Lubumbashi d'élaborer un programme d'autosuffisance en maïs. Monsieur le recteur instruit la faculté des sciences agronomiques qui recourt à l'expertise de celui qui a le micro et il contacte d'autres collègues sous le leadership de monsieur le recteur. La table ronde est organisée avec le gouvernement de la province pour proposer le programme agricole qui est utilisé jusqu'aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga. Pas plus tard, M. le recteur l'a dit, l'Assemblée provinciale appelle l'Université de Lubumbashi à répondre à certaines préoccupations majeures. Et là, il y a des travaux et il y a des documents qui sont fournis. Alors, l'application va dépendre parce que l'autre qui a posé la question a dit que les indicateurs a renseigné qu'il y a une croissance décrescendo depuis l'indépendance. Il faut avouer qu'il y a des efforts, les efforts sont faits et c'est soutenu par la recherche. On peut continuer à donner des exemples, quel que soit à travers les différentes facultés. L'école de criminologie soutient les services de sécurité dans bien des choses. Donc, continuons à faire notre part et on peut amplifier cela de l'unité par là sans pour autant toucher l'ensemble des facultés du travail pour résoudre les problèmes de la société. Nous sommes au niveau des général handicapés en général. Il vous demandait s'il y a des questions qui sont frappées d'interdiction de la recherche. Je vais poser cette question aux trois orateurs. J'ai préféré, en complétant l'autorité sur le secrétaire général académique, parler des OGM. Vous avez des organismes génétiquement modifiés dans la transgénèse. Si je vais me limiter seulement à la transgénèse végétale, il est possible aujourd'hui d'introduire un gène qui provient d'une bactérie au niveau d'un végétal. On obtient par exemple le maïs bébé. On peut prendre même un gène qui provient d'un humain, on va l'introduire chez un végétal. Là, l'éthique va dire arrêtez-vous. On peut aujourd'hui faire des clones. Je veux dire, un garde du corps qui est très gros, qui peut facilement concourir à la protection de hautes personnalités. On peut, au niveau de la recherche, se dire on va faire le clonage de cet homme-là. Ça, on va dire, l'éthique va refuser.
j'ai dit aux étudiants, on peut introduire les gènes des chats au niveau du maïs pour que quand il n'y a pas d'eau, que le maïs commence à faire c'est possible, mais on dit qu'on peut s'arrêter. Bref, il y a des domaines où l'éthique et d'autres exigences peuvent nous dire d'arrêter. Et dans un pays, par exemple, il y a des questions qui peuvent toucher à la sécurité. On peut demander de ne pas faire ces recherches si on n'a pas l'autorisation. Je voulais ici profiter du micro que j'ai pour dire qu'au niveau de l'École supérieure des ingénieurs industriels, il y a un ingénieur qui a commencé, il était étudiant, a fini, à fabriquer l'engrais organique. Et maintenant, il a annoncé au niveau de son département de génie des procédés qu'il est capable de pouvoir fabriquer des bombes, des explosifs. Et nous allons commencer par voir M. le recteur avant d'aller chez vous, parce que si vous appelez Calaisie, il y a des étudiants qui fabriquent des bombes. Je crois que je serai interpellé et j'ai très peur d'aller. Voilà donc la limitation qui peut exister. Alors je vais évoluer pour retrouver les choses de travaux, Madame Fifi Ilunga, la discussion avant ou après la conclusion. Madame, c'est avant la conclusion qu'il faut discuter. Et si c'est un article, chaque revue précise, parce qu'il y a des revues de base. C'est une revue des gens Blou qui demande que la discussion soit faite au même moment que la conclusion. Mais pour la plupart des revues, la discussion est faite avant, parce qu'au niveau de la discussion, il faut faire référence à d'autres auteurs, alors que vous le savez, au niveau de la conclusion, on ne met pas les auteurs. Alors, vous discutez avec quoi? C'est discuter avec les auteurs qui sont cités dans votre article et dans votre mémoire. Parce que pour faire allusion à l'auteur, il faut qu'il soit au moins cité. Il peut être cité pour la première fois au niveau de la discussion si vous le souhaitez. Tout comme vous pouvez faire référence à des auteurs qui sont au niveau des états de la question. Alors, on va évoluer pour retrouver M. Jérémy. Quelles sont les revues? Nous avons dit, nous allons nous relier à vous pour dire que nous avons introduit une demande auprès de l'autorité. M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, à côté de lui se trouve le secrétaire général à la recherche, pour des instructions que la faculté doit se dire, nous respectons telle manière de procéder, ainsi de suite. Ça peut arriver au niveau aussi de l'université. Ça va résoudre naturellement ce problème-là soulevé par une autre personne qui a posé la question, où vous êtes au niveau d'un staff, des choses qui sont connues, un tableau, on ne les commente pas, on ne l'explique pas, il doit s'expliquer de lui-même, mais un professeur se lève pour dire il fallait mettre des commentaires. Non, les instructions à la faculté devaient préciser, ceux qui viennent pour évaluer votre staff doivent être informés des normes qui doivent être appliquées à la faculté et ils vous évaluent en fonction de ces normes-là. Sinon, ce sera difficile de vous évaluer, mais vous, comme vous tenez à finir, vous allez seulement accepter, c'est ainsi que les doctorants se retrouvent en train d'intégrer des choses qu'ils ne devaient pas intégrer, les promoteurs les refusent, et après, ça crée des problèmes. Il faut donc établir des normes qui doivent être suivies au niveau des DA, au niveau de la thèse, et pour des articles scientifiques, c'est la revue qui précise les normes à suivre. Alors, il y a les chercheurs trouvent la question est posée à l'autorité, à la haute autorité de l'Université de Lubumbashi, j'ai cité M. le recteur, la question sera posée. Alors, nous allons finir par le chef de travaux Gloire, qui a justement parlé de l'administration qui doit suivre, les tableaux doivent. Vous avez raison, j'ai déjà répondu à cette question. Il est important que les évaluateurs eux-mêmes puissent savoir, ils évaluent sur base de quelles normes. Parce qu'en écriture scientifique, il y a malheureusement plusieurs écoles, bien que pour la présentation des références, il y a plusieurs écoles. Il faut au niveau de la faculté qu'on puisse adopter une école qui doit être suivie. Mais il est malheureux, par exemple, pour un chercheur, d'avoir deux écoles dans son travail. Par exemple, après le nom de l'auteur, vous mettez l'année d'édition, et ailleurs, vous mettez l'année d'édition après l'édit, vous-même, présentateur de votre travail, ça devient une anomalie.
Si vous avez adopté une école, si jamais au niveau de votre faculté il n'y a pas de normes éditées, restez cohérent en reprenant ici les trois principes de la rédaction, la non-contradiction, la non-répétition et la continuité, nous avons dit. Merci. Merci, monsieur le professeur. Et là pour vous dire, c'est pour ça que je vous invite à venir ici pour vous dire, est-ce que nous sommes classables? Il ne s'agit pas d'échelons, de galons, comme si nous étions le général Eti Capel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la transformation de notre société. Qu'est-ce que vous avez apporté? J'ai dit, est-ce que... Non, ça, je ne dois pas le dire. Est-ce que nous pouvons être autant et ne pas inventer suffisamment pour l'émergence de la RDC? Et les bio et les savoureuses, les mamans en savent quelque chose. Aujourd'hui, nous allons encore à Kipushi pour chercher la pomme de terre Kipushi. Nous avons le même sol qu'en Zambie, le même exactement. Et certains d'entre nous ici, qui est de Kipushi? Vous avez des champs du côté Zambie, oui ou non? Vous avez des champs à Kinama. Vous habitez Kipushi. Est-ce que vous avez des champs à Kipushi? Non, voilà, c'est la réponse que j'attendais. Est-ce que vous connaissez Kinama? C'est où? C'est à 1000 lieues d'ici. Alors que là où il habite, lui, il peut faire des champs comme les Zambiens juste à côté font ces champs. Et donc nous quittons Kolwezi. Nous allons à vive allure à la frontière Kasumbalesa. De là, nous transportons. Quoi? Faites la liste. Faites la liste. Alors je vous pose à vous la question, qui avez posé la question. Vous êtes allé à Kasumbalesa pour chercher quoi? Alors c'est une question de sociologie. Où sont les sociologues ou anthropologie? Quel homme nous sommes devenus? Quel humain nous sommes? Est-ce que nous travaillons?